ici Flavie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, de nouvelles histoires de Noël magiques, spectaculaires, impressionnantes, drôles. On va bien voir ce qui nous attend aujourd'hui pour les petites histoires de Noël. Bon, eh bien on va pas perdre plus de temps que ça et nous allons commencer notre petite lecture. Première histoire. Un setter éclipse Hector Berlioz. 14 octobre 1998, près de Sainte-Anne-du-Lac, dans la région du Québec. Jean-Guy Guibaudot, un chirurgien dentiste français de 38 ans, participe à une chasse à la bécasse en compagnie d'Echo, son fidèle setter. À un moment, il voit le chien s'enfoncer dans les sapins, comme s'il traquait une proie, puis perd sa trace. Il l'appelle, le siffle, le cherche pendant 4 heures en vain. Les jours suivants, Jean-Guy Guibaudot retourne à l'endroit où il a aperçu Echo pour la dernière fois. Puis, très triste, quitte le Québec et rentre chez lui à la côte Saint-André dans l'Isère. Ses 3 enfants, Simon, 11 ans, Quentin, 9 ans et Floric, 5 ans, partagent sa peine. La cruelle réalité s'installe dans les cœurs. Echo a été dévoré par un ours ou un loup. Le 10 novembre, les Guibaudot, c'est un mois après quoi. Les Guibaudot sont donc loin d'imaginer que leur chien est vivant. Celui-ci a pourtant été remarqué par des ouvriers d'un camp de bûcherons. Un homme, Luc Richard, prend les opérations en main. Étant lui aussi adepte de la chasse à la bécasse, en regardant Echo de plus près, il décèle les caractéristiques du chien d'arrêt élevé en France. Luc Richard contacte un fonctionnaire à l'ambassade de France, qui, dans l'Hexagone, appelle une centrale canine. Grâce à son tatouage, Echo est identifié avec le nom de son propriétaire, Jean-Guy Guibaudot. C'est le 2 décembre que le téléphone sonne chez le maître d'Echo afin d'apporter l'incroyable nouvelle. Il y a au sein de la famille une explosion de joie, puis cette question. Comment a-t-il fait ? L'animal a parcouru 200 km en un peu moins d'un mois. Jean-Guy pense que le grelot attaché au collier d'Echo a éloigné de lui les bêtes féroces. Au Québec, les nombreuses personnes émues par cette histoire exceptionnelle ont tout mis en œuvre afin qu'Echo puisse fêter Noël parmi les siens. Le 14 décembre, donc 2 mois après, à l'aéroport de Lyon-Satola, où il le réceptionne, les Guibaudot trouvent leur compagnon considérablement amaigri. Bah oui, bichette. Mais visiblement, celui-ci est heureux de poser les pattes sur un sol familier. Il reprend des forces et, le 24 décembre, Echo pose devant le photographe du Dauphiné libéré. De nombreux journaux retracent ensuite l'épopée d'Echo, dont François, qui écrit que, à la côte Saint-André, les chiens des Guibaudot est devenu une star jusqu'à détrôner Hector Berlioz, né dans cette bourgade de 4000 âmes. Une autre symphonie fantastique. Eh ben, pauvre petit chien, quoi, hein ? Est-ce que je t'abandonnerai, toi? Est-ce que je te laisserai au Québec? Moi, je te laisserai au Québec. Un festin à l'abbaye. William Beckford, fils unique d'un riche commerçant qui fut à 2 reprises Lord Maître de Londres, appartient à la race des Doudingues. En 1770, en perdant son père, il hérite d'une fortune colossale, notamment des propriétés à Londres et des plantations de sucre en Jamaïque. Ah oui. Seulement voilà, âgé de seulement 10 ans, William ne possède évidemment aucune notion de la valeur de l'argent qu'il utilisera selon ses humeurs. Ah oui, ok. Attiré par l'art, il engage des musiciens avec lesquels il voyage. Déjà c'est déjà pas mal, à 10 ans il est attiré par l'art, c'est cool. Puis écrit des livres. Entre 2 pages, il se marie et divorce à peu près en même temps. À un autre moment, Beckford entretient à Venise une maîtresse sensiblement plus âgée que lui. Finalement, lassé de ses errances, il revient en Angleterre où sa fascination pour les monastères qu'il a visités à travers l'Europe lui donne une idée. Faire bâtir une abbaye au sein de l'immense domaine familial de Fonthill. Dans le courant des travaux, Beckford exige que son repas de Noël soit préparé dans les cuisines de l'abbaye. Pourtant loin d'être achevé. Il s'en moque et oblige les ouvriers des différents corps de métier, près de 500 personnes, à travailler dur et à la hâte.
Une équipe de nuit a même été constituée. Il veut vraiment son repas à l'abbaye, c'est tout. Les désirs du maître peuvent être exaucés. Servi par une armée de domestiques, William Beckford célèbre Noël exactement comme il l'a rêvé. Mais le dessert à peine avalé, des craquements sinistres succèdent à des bruits bizarres. Les cuisines s'effondrent. On ne déplora heureusement aucune victime, un miracle de Noël. Et tranquillement, William Beckford ordonna le remplacement de ce qui venait d'être détruit. Oui, là le miracle de cette histoire, c'est que William Beckford est assez exigeant et qu'il a mis en danger plus de 500 personnes pour avoir son repas de Noël à l'abbaye. Ah putain, ces gens qui veulent tout de suite, c'est dingue. Et ben ça y est, on a lu les deux petites histoires de la journée. Elles étaient très différentes l'une et l'autre, mais tout aussi sympathiques. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Tout le monde a pu avoir le Noël qu'il rêvait avec les gens ou la compagnie souhaitée et aimée. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir. En tout cas, moi j'espère que ces deux petites histoires vous auront plu. Moi c'est toujours un plaisir de vous les lire. J'adore ce concept. Je trouve ça vraiment trop cool de se retrouver tous les jours à 10h du coup pour une nouvelle histoire de Noël. C'est toujours sympathique. En attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Faites ce que vous aimez, faites-le souvent surtout. Et puis à demain. Bisous.